Merci, Monsieur le vice-doyen, pour la présentation. Merci, mes chers partenaires, pour votre présence. Mes chers collègues, mes chers étudiants, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Donc, effectivement, intitulé « Connecter les savoirs pour une approche intégrée de promotion de la santé », mon intervention porte sur les deux concepts clés qui nous réunissent aujourd'hui, à savoir l'éducation et la santé. Donc, comme vous le savez, la santé et l'éducation sont étroitement liées. Elles constituent ensemble le socle sur lequel s'appuie une dynamique de la réussite. L'éducation contribue au maintien de la santé et la santé procure les conditions nécessaires aux apprentissages. De ce fait, la place de l'éducation n'est pas juxtaposée à celle de la santé. Elle est un élément transversal qui en détermine la nature. Ce sont les savoirs acquis par l'individu qui lui donnent une compréhension de sa place dans son environnement. Et ce sont aussi l'état de bien-être, la capacité d'adaptation, l'autonomisation, l'intégration et les connaissances de ses propres réactions qui constituent sa santé. La relation entre éducation et santé peut être expliquée par la définition de la santé dans sa dimension globale. En fait, l'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme étant un état de bien-être physique, mental et social, et non pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. De ce fait, on voit clairement l'évolution de la définition de la santé du modèle biomédical qui consistait à définir la santé comme étant l'absence de la maladie, à un modèle qui prend en considération l'ensemble des composantes de la personne et les différents déterminants de la santé. Pour ce modèle, les chances des individus d'être en bonne santé sont étroitement liées aux conditions dans lesquelles ils grandissent, s'instruisent, vivent, travaillent et vieillissent. Donc, en se référant au cadre conceptuel des déterminants sociaux de la santé, on voit clairement l'influence de plusieurs facteurs sur la santé. En plus des caractéristiques individuelles qui peuvent influencer notre santé, notre milieu de vie et les systèmes, en l'occurrence le système de l'éducation et le contexte global du pays, peuvent aussi influencer notre état de santé. Alors, intervenir en amont des problèmes en ciblant ces déterminants est l'objectif de la promotion de la santé, à travers des actions sur les conditions de vie, les écosystèmes, l'environnement physique et social et l'accès aux services sociaux et aux services de la santé. Aussi, à travers des actions d'accompagnement des personnes dans leur choix de santé, afin de donner à chacun de nous les moyens de prendre en charge sa propre santé de façon autonome. Et c'est l'objectif de l'éducation à la santé. L'éducation à la santé a été définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant un ensemble d'activités d'information et d'éducation qui incitent les gens à vouloir être en bonne santé, à savoir comment y parvenir, à faire ce qu'ils peuvent individuellement, mais aussi collectivement pour conserver leur santé et à recourir à une aide en cas de besoin. De ce fait, l'éducation à la santé n'est pas une discipline en soi, mais plutôt le point de convergence de compétences variées. Elle trouve son origine dans plusieurs disciplines. Donc, quand on parle éducation à la santé, il y a une équipe multidisciplinaire qui intervient, à savoir la pédagogie, la médecine, l'épidémiologie, la psychologie clinique et sociale, la communication sociale et aussi la sociologie. Donc, au carrefour des deux grands champs d'action qui sont la santé et l'éducation, l'éducation à la santé bâtit ses concepts et ses modèles d'application, à la fois sur ceux de la santé et sur ceux de l'éducation. Alors, le modèle de la santé sur lequel se repose l'éducation à la santé, c'est un modèle biopsychosocial. Et c'est un modèle qui prend une définition de la santé dans sa dimension objective et subjective.
objectif qui est contrôlable par des mesures biophysiologiques, c'est la maladie et son traitement, mais aussi subjectif en tant que volet d'une construction personnelle et ou sociale. Et là, on voit l'influence des facteurs et des déterminants sociaux de la santé. Dans ce modèle, la santé concerne l'individu ainsi que son entourage, mais il concerne aussi la société. Le modèle de l'éducation sur lequel repose l'éducation à la santé, c'est un modèle qui s'inscrit dans une logique d'apprentissage, où l'acteur principal est la personne qui apprend. Cette personne contribue en priorité à la définition des objectifs et des contenus de son apprentissage. Le but ici est fixé par l'apprenant ou conjointement avec le formateur, mais jamais par le formateur seul. Toujours dans ce modèle, et selon Mary Barth, ce n'est pas le contenu exposé qui informe d'abord l'apprenant, mais ce qu'il sait déjà qui lui permet de donner une signification au contenu exposé. Et donc, ce n'est pas la clarté du message du point de vue de l'enseignant ou de l'intervenant qui est le facteur le plus important. C'est une composante importante, mais aussi c'est la capacité de ce message à déclencher quelque correspondance avec ce qui se trouve déjà dans son répertoire cognitif. Donc, il faut interpeller les connaissances déjà acquises chez la personne. Donc, fondé à la fois sur une vision globale de la santé et de la maladie et sur une logique éducative de type apprentissage, c'est l'approche participative de l'éducation à la santé. C'est une éducation qui suppose des choix pédagogiques, qui laisse une place à l'individu dans la construction et l'appropriation de savoirs utiles pour sa santé. Le but de l'éducation à la santé, c'est de redonner à l'individu son rôle de sujet acteur. C'est de concevoir des actions ou des programmes qui ne vont pas rallonger la liste des interdits et des messages éducatifs. Donc, on va passer, ils sont passés de cette méthode et des méthodes anciennes qui, dans l'éducation de la santé, c'est ne pas faire ça et ne pas faire ça. En parallèle. Donc, une éducation à la santé favorable au développement du sens critique qui redonne confiance à la personne, qui renforce son estime de soi, l'envie, le désir et les projets de sujet dans un environnement social, humain et solidaire. Alors, dans ce contexte où il faut agir sur plusieurs facteurs, le développement de l'éducation à la santé met en jeu des partenariats diversifiés de plus en plus nombreux. Donc, comme on le voit dans ce schéma, il y a toujours et principalement le secteur de la santé qui interviennent dans le domaine de la santé. Mais dans le domaine de l'éducation de la santé, le secteur de la santé ne peut pas à lui seul résoudre des problèmes de la santé, surtout quand on parle des déterminants sociaux de la santé. Et là, on voit l'importance de son partenaire principal, qui est le secteur de l'éducation. Mais aussi l'implication d'autres secteurs, tels la jeunesse, la justice et l'environnement, et la société civile, les sociétés savantes et les organismes, tels sont nos partenaires dans cet événement aujourd'hui. On parle des acteurs, mais il ne faut jamais oublier les acteurs principaux, qui sont à la fois cibles, mais qui sont intervenants. Donc on a déjà parlé de l'approche participative de l'éducation à la santé, où l'apprenant est l'acteur principal. Et donc, vous, jeunes et adolescents, vous êtes les principaux acteurs de cette éducation à la santé. Donc, à ces groupes d'acteurs correspondent des enjeux différents et des possibilités d'action variées. L'intervention concertée devient ici essentielle. Les partenaires sont conviés à collaborer afin de planifier et de déployer des actions cohérentes de façon coordonnée et harmonieuse. Ceci suppose une véritable négociation pour préciser les valeurs, les objectifs, ainsi que les modalités d'intervention et d'évaluation. Ceci demande un engagement conjoint et des responsabilités partagées à travers des actions structurées autour d'une perspective fédérative. Une approche intégrée qui donne toute leur place
aux approches centrées sur les populations et les milieux de vie, comme à celles des habitudes de vie. C'est dans cette optique que la faculté de sciences de l'éducation a mis en place un projet appelé « Éducation au service de la santé ». Alors pourquoi la faculté des sciences de l'éducation? Parce que c'est un milieu de vie des jeunes et des adolescents qui abrite plus de 4500 étudiants, mais aussi c'est un lieu de formation des futurs formateurs et concepteurs de programmes de formation et éducation. C'est une structure qui a pour mission la formation et la recherche en sciences de l'éducation et qui dispose d'un grand nombre d'experts en matière de sciences de l'éducation. Tous ces facteurs font de la faculté des sciences de l'éducation un milieu privilégié et un acteur principal de l'éducation à la santé et de la promotion. Donc le projet est là comme objectif de contribuer au développement des pratiques et des politiques à l'entrecroisement de deux champs qui sont l'éducation et la santé et qui ne peuvent s'en penser l'un sans l'autre. Elle est basée sur une approche globale qui implique d'agir de façon transversale, complémentaire, pluridisciplinaire et avec cohérence. Transversale, lorsqu'on parle déjà de la santé, c'est une composante transversale. Multidisciplinaire, la preuve, c'est la présence de nos partenaires dans la célébration de cet événement aujourd'hui. Les principaux axes de notre projet, c'est l'éducation à la santé et l'organisation à la prévention de la dépendance, des violences, mais aussi des conduites à risque chez les étudiants et les jeunes en général. C'est aussi la production et le transfert des connaissances et le développement des compétences par la formation dans sa composante initiale et continue. C'est aussi le soutien scientifique au développement d'outils d'intervention et l'élaboration des politiques intersectorielles en matière d'éducation à la santé. Notre projet, c'est une aventure qui nécessite une construction à tout instant et un engagement de tous les acteurs et les partenaires. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Monsieur le vice-doyen, les représentants du ministère de la Santé, les représentants du FNUAP, chers professeurs, les étudiants, honorables assistantes. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui une vision stratège de la santé des adolescents et des jeunes. Et c'est un fruit d'un travail de grande envergure au sein de notre division de la santé scolaire et universitaire, l'unité de la santé des adolescents et des jeunes. Alors, comme vous le savez, l'adolescence est un stade essentiel et unique du développement humain. Durant cette période, il y a des changements biologiques, psychosociaux rapides et ils sont variés, qui influent sur les différentes maladies et sur les comportements ayant une incidence sur la santé. Certains adolescents sont particulièrement exposés à des risques sanitaires néfastes sur leur développement à cause de facteurs individuels, environnementaux, et le non-bénéfice d'interventions sanitaires redoublera leur exclusion. Alors les efforts en faveur de la santé des adolescents offrent un triple retour sur investissement pendant l'adolescence, à l'âge adulte et pour les générations suivantes. Et par conséquent, ils réduisent les coûts actuels et futurs de la santé tout en accroissant le capital social, ce qui impose une attention particulière à leur santé et ses spécificités et devrait se traduire par des implications sur les types d'interventions nécessaires et sur la façon dont les programmes devraient être mis en œuvre. Premièrement, on va voir le contexte de notre stratégie. Concernant le contexte international, alors notre stratégie vient dans un contexte d'adoption par le Maroc de l'agenda 2030, comme étant un cadre de référence universel, surtout pour la réalisation de l'ODD 3. Et ce, pour ne laisser aucun adolescent à son compte. En plus de l'engagement du Maroc pour veiller à ce que l'ensemble de la population ait accès aux services de santé de qualité et suffisante pour être efficace, et ce, à travers la couverture sanitaire universelle. Aussi, il y a la déclaration sur les soins santé primaires, et dans un contexte d'élaboration de nouveaux cadres stratégiques internationaux en rapport avec la promotion de la santé de cette population, notamment la stratégie mondiale de la santé de la femme, l'enfant
et l'adolescent, et aussi les actions mondiales accélérées en faveur de la santé des adolescents de 2018. Concernant le contexte national, alors nos stratégies viennent dans un cadre où le ministère de la Santé considère ainsi que l'action en faveur de cette population est incontournable pour à la fois pérenniser les efforts entrepris pour la petite enfance et aussi investir dans la santé des générations futures tout en étant conscient de l'émergence de nouveaux besoins et enjeux affectant la santé et le développement des adolescents et des jeunes. Alors cette stratégie est en harmonie aussi avec la dynamique de la réforme du système national de santé et dans la généralisation de la protection sociale et dans le cadre du nouveau modèle de développement et de l'importance donnée par les pouvoirs publics à la jeunesse. En plus, la réduction des disparités nous interpelle et impose une meilleure convergence des acteurs autour de problématiques intersectorielles en relation avec les déterminants sociaux de la santé des adolescents et des jeunes. Et aussi, la régionalisation avancée constitue ainsi une opportunité pour orienter les efforts et les ressources en faveur de la santé des adolescents et des jeunes. Alors, pourquoi élaborer une stratégie pour les adolescents et les jeunes? Pour 3 raisons. Il y a des raisons démographiques. Alors, la population des adolescents et des jeunes constitue un poids démographique très important. Ils constituent le quart de la population marocaine. Certes, ils sont hétérogènes, on trouve les scolarisés, les non scolarisés, on trouve les différentes tranches d'âge, les spécificités liées au genre, il y a les NEET aussi, et ceux qui ont d'autres besoins spécifiques. Mais cette forte proportion, il justifie l'intérêt pour notre pays à miser sur son atout le plus prometteur, qui sont les adolescents et les jeunes. Deuxième raison, il y a des raisons épidémiologiques. On sait très bien que cette tranche d'âge est faussement prise comme étant en bonne santé. Alors que l'OMS a montré que le 2/3 de la charge de morbidité, le tiers des décès à l'âge adulte sont dus à des maladies ou des comportements malsains adoptés pendant la période de la jeunesse. Et les principales causes de décès chez les adolescents et les jeunes adultes sont les traumatismes, la violence, l'automutilation et les affections maternelles, surtout pour les adolescentes. C'est la première cause de mortalité chez les adolescentes. Je ne vais pas parler de tous ces... cette diapo, il montre les 8 domaines d'action accélérés au niveau international. Mais il constitue aussi les 8 domaines d'action prioritaires pour notre stratégie. Je vais citer, il y a le développement positif, les traumatismes involontaires, les violences, la santé sexuelle et reproductive, la santé en situation d'urgence, la santé mentale, addiction, les maladies non transmissibles et les maladies transmissibles. Alors, je ne vais pas développer l'état des lieux de tous ces domaines, je vais insister sur 3. On va parler des maladies non transmissibles. On trouve que 5,2% des élèves ne se sont jamais ou rarement lavé les mains avant de manger, selon une étude faite en 2016, une étude faite par l'OMS au niveau des établissements scolaires. 67,5% des élèves possèdent une hygiène bucco-dentaire seulement. 84,7% sont inactifs physiquement. 13,9% souffrent de surpoids et 2,9% sont atteints d'obésité. Je vais passer à la santé mentale, addiction, partie très importante pour les adolescents et jeunes. Je ne vais pas lire toute la diapo, mais je vais insister sur les principaux indicateurs. Concernant par exemple le tabagisme, on trouve que 7,9% des élèves âgés de 13 à 17 ans sont des fumeurs et que 63,3% ont commencé avant l'âge de 14 ans. Concernant la consommation des substances psychoactives, on trouve que 6,3% des élèves ont consommé le cannabis, dont 64% l'ont consommé avant l'âge de 14 ans. On trouve par exemple pour la consommation d'alcool que 13,3% ont consommé des boissons alcoolisées au moins une fois durant leur vie. Pour la santé mentale,
on trouve que 16% des élèves de 13 à 17 ans ont envisagé de se suicider. Il intéresse plutôt les filles que les garçons. Concernant les addictions aux écrans, on trouve que presque 100% des enquêtés ayant l'âge entre 12 et 18 ans estiment avoir fréquenté les réseaux sociaux. Une composante très importante qui est la santé sexuelle et reproductive. Alors, je vais me limiter à quelques données. Par exemple, pour le comportement à risque, on trouve qu'il y a une baisse de l'âge moyen des premiers rapports sexuels, que 11% des adolescents confirment avoir déjà entamé des relations sexuelles. Concernant la contraception, 49,6% des filles non célibataires âgées de 15 à 19 ans utilisent la contraception, alors qu'il y a de faibles connaissances sur les préservatifs et que 37% n'ont jamais utilisé de préservatif pour leur rapport sexuel en dehors du mariage. Concernant les grossesses non désirées et les avortements, il y a 14,5% des filles de 15 à 19 ans ont rapporté avoir vécu ou subi un avortement à la suite d'une grossesse non désirée. Et la moitié des adolescentes n'ont pas de connaissance sur la possibilité de grossesse après le premier rapport sexuel ou chez la fille vierge. Concernant la santé maternelle et natale, on a de bons indicateurs. Il y a une baisse du taux de fécondité entre 2011 et 2018 et plus de 90% des adolescentes non célibataires de 15 à 19 ans ont reçu des soins prénatals qualifiés et ont accouché dans des établissements de santé. Concernant des indicateurs, concernant plutôt les IST-VIH, selon l'enquête CAP, 15 à 19, pour le tranche d'âge de 15 à 19 ans, 2% des garçons, 5,7% des filles seulement qui ont réalisé le test VIH. Et seulement 0,8% parmi les adolescents ayant déjà entamé de relations sexuelles qui affirment avoir une IST. Donc, on passe pour la troisième raison. C'est suite à une analyse stratégique aussi, de notre première stratégie aussi de l'état des lieux. Cette analyse a fait surgir 12 points et qui ont révélé de manière importante des besoins émergents des jeunes, la nécessité du développement de l'offre de soins et de l'activation des leviers de performance qui se rapportent aux ressources humaines, financières, matérielles, communicationnelles et informationnelles, ainsi qu'aux besoins d'utilisation des nouvelles technologies innovantes. Alors, on va passer directement à la stratégie. Alors, la vision de la stratégie, c'est que tout adolescent et jeune soit acteur et bénéficiaire d'un état de santé optimal. Le but de nos stratégies, c'est de permettre aux adolescents et jeunes de jouir d'un état de santé optimal, d'une autonomisation favorisant leur développement responsable et leur rôle de médiateur pour la santé. La population cible de ces stratégies sont, en se référant plutôt aux définitions de l'OMS sur l'adolescence et la jeunesse, donc la population cible principale, ce sont les adolescents et jeunes de 10 à 24 ans, et la population cible intermédiaire, c'est les parents, tuteurs, les professionnels de l'éducation bien sûr, les enseignants, le personnel du sport et de la jeunesse, et bien sûr nos professionnels de santé. Alors, concernant les objectifs stratégiques, je vais peut-être les citer rapidement, question de temps. Alors, c'est d'harmoniser toutes les politiques et interventions en faveur des adolescents et jeunes et les faire converger vers l'amélioration de leur santé et bien-être, favoriser la participation effective des jeunes et de la communauté pour garantir l'efficacité et l'efficience des programmes de santé, ciblant les adolescents et les jeunes, améliorer le leadership et les mesures de coordination pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de la santé des adolescents et des jeunes, contribuer à réduire la prévalence des principaux facteurs de risque chez notre population cible, agir en faveur d'un environnement supportif pour la santé et le développement sain des adolescents et des jeunes, et développer une offre de soins et de services de prévention, de prise en charge médicale et psychosociale équitable et de qualité à tous les adolescents et les jeunes. Contribuer au développement et des compétences des adolescents et des jeunes pour une participation responsable et un comportement sain en matière de santé, développer, exploiter le capital de connaissances relatives à la santé des adolescents et des jeunes dans le management des prestations de services,
Voilà nos 8 objectifs stratégiques. Maintenant, on va passer au domaine d'action stratégique de notre stratégie. On a 4. Alors pour le premier domaine d'action stratégique, qui est le renforcement de l'engagement politique pour un environnement favorable à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la santé des adolescents et des jeunes. Alors la mise en œuvre de cette stratégie, elle est confrontée à des défis multiples liés à la nature de la problématique sanitaire en rapport avec cette population et aussi à la multiplicité des intervenants sanitaires et extrasanitaires concernés. Alors relever ces défis nécessite un fort engagement politique qui doit se traduire par un appui institutionnel et financier important, à même de mobiliser l'ensemble des parties prenantes et à un haut niveau de coordination, avec une approche visant à faire converger toutes les politiques publiques ciblant les adolescents et jeunes à travers une action combinée et coordonnée entre les services de santé et les autres secteurs dans le but de réduire les facteurs de vulnérabilité et d'agir sur les déterminants sociaux, économiques, culturels et environnementaux en lien avec la santé des adolescents et des jeunes. Concernant notre deuxième domaine d'action stratégique, qui est le développement d'une offre de services de qualité efficace, adaptée et centrée sur l'adolescent et le jeune, alors la réponse aux besoins de la santé de notre population cible dans le cadre de cette nouvelle stratégie nécessite la consolidation de l'offre existante plutôt et son extension pour couvrir l'ensemble du territoire selon des spécificités qui seront redéfinies, adaptées, qui soient de qualité et implantées. Et c'est avec une implantation d'un paquet de soins qui doit être complet et adapté surtout pour les adolescents et des jeunes. Et je vous rappelle la diapo sur les 8 domaines d'action prioritaire de la santé, surtout pour la SSR, en plaidant pour une éducation à la santé sexuelle, l'accès à la contraception, une santé maternelle qui doit être de qualité, et la lutte contre la violence en milieu scolaire et extrascolaire. Alors, notre dernier domaine d'action stratégique, qui est le développement et diffusion du capital de connaissances et de l'information stratégique dans le domaine de la santé des adolescents et des jeunes. C'est dans un souci d'optimisation de la performance des programmes de santé établis en faveur de notre tranche d'âge. Cette stratégie, elle est appelée à mettre en place des mesures requises pour le renforcement, la modernisation, à travers la digitalisation d'un système d'information dont la fiabilité et son exhaustivité va permettre de générer des données probantes et d'analyser en temps réel les indicateurs qui seront définis à travers le plan de suivi et évaluation. Alors, la stratégie serait appelée aussi à faire intégrer les données relatives à la santé des adolescents et jeunes dans toutes les enquêtes nationales de population, mais aussi à encourager la recherche, tant au niveau national que local, pour pallier au manque de données concernant cette tranche d'âge. Donc voilà, à la fin, je tiens à dire qu'il existe un lien clair entre l'éducation et la santé et le bien-être. Alors l'éducation, il développe les compétences, les valeurs, les attitudes et qui permettent aux apprenants d'avoir une vie saine et épanouie et de prendre des décisions éclairées et d'entretenir des relations positives avec tous ceux qui les entourent. Alors, une mauvaise santé peut avoir un effet négatif sur leur acquis scolaire plutôt et universitaire. Et pour conclure, j'insiste sur que les adolescents ont un droit, les adolescents et jeunes ont un droit fondamental à la santé et qu'il ne faut pas laisser aucun à son compte. Voilà, merci. Beaucoup, monsieur le vice-doyen, et c'est un grand honneur pour moi. Je ne manquerai pas au début de remercier les organisateurs, que ce soit les responsables de la faculté des sciences de l'éducation, du NFPA et toutes les personnes qui nous ont impliqués dans cette journée. Quoique le programme qu'on m'a demandé de présenter, c'est pas vraiment, quand on parle de cancer du sein et du col de l'utérus et du programme national de détection précoce des cancers du sein et du col de l'utérus, on va voir par la suite que la cible initiale pour ce programme, c'est pas vraiment les jeunes de votre catégorie, mais votre place dans le programme, dans la promotion du programme. Et en tant qu'acteur de la société marocaine de l'éducation, elle est vraiment primordiale. Donc juste pour dire, et ça a été dit par monsieur
le vice-doyen dans son introduction, je pense qu'à chaque fois, c'est une slide que je mets toujours dans mes présentations. À chaque fois que j'ai à présenter une composante des cancers, c'est une slide que j'aime beaucoup mettre parce que c'est vraiment, on connaît tous le cancer, mais qu'il y a l'environnement qui n'a pas été touché ou été confronté à cette problématique. Et c'est une des maladies chroniques qui reflète le plus le lien entre la santé et les autres dimensions sociales et économiques. Un malade atteint de cancer, on connaît tous la charge mentale de la maladie, la charge financière, le coût, l'impact. En fin de compte, c'est malheureusement une maladie grave qui, dans beaucoup de cas, se termine par le décès. Et on connaît tous que qui est en bonne santé, qui a une situation sociale particulière et qui, en fin de compte, il se retrouve au chômage. Il y a beaucoup d'orphelins. Dernièrement, on nous a présenté, dans un cadre international, le nombre d'orphelins au monde annuellement par le cancer et qui dépasse les 2 millions d'orphelins annuellement de par le monde. Mais quand on dit orphelin, on dit que c'est une personne dans un contexte particulier. Donc c'est vraiment très très important pour nous. Et pour dire aussi que l'approche de si on veut lutter contre le cancer, elle ne peut vraiment rien faire et c'est que à travers des approches globales qu'on y arrivera, et ça a été dit par mes collègues tout à l'heure. Donc, par rapport au contexte dans lequel on travaille, ça a été aussi dit, et je me permets d'y insister parce que c'est vraiment le cadrage global dans lequel on travaille, ce sont les ODD. Et quand on parle d'ODD, Objectifs de développement durable, c'est vrai que nous, en tant que ministère de la Santé, on travaille, on a des cibles particulières, la cible 3A, 3.4, 3.7, mais en ciblant que le ministère de la Santé, on n'y arrivera jamais. On est vraiment obligé d'avoir toutes les interventions et que la santé soit au sein de toutes les politiques gouvernementales pour qu'on puisse y arriver. Il y a aussi un cadre dans lequel on travaille, c'est l'accès universel aux prestations de détection précoce à travers la santé de la femme et de l'adolescent. Il y a une stratégie mondiale lancée par l'OMS qui couvre la période 2016-2030 qui est vraiment très très importante. Et on a une stratégie mondiale d'élimination du cancer du col qui nous donne également un cadre de travail et un framework pour aller de l'avant et pour avancer. Au niveau national, on a énormément de stratégies qui nous permettent de cadrer et de savoir où on va, mais essentiellement dans notre service, c'est le plan national de prévention et du contrôle du cancer. On avait un premier plan. La première fois où le Maroc a mis en place vraiment un plan horizontal efficace, c'était le plan cancer 2010-2019. Et là, nous sommes en train de travailler dans le deuxième plan cancer. Et vous allez voir avec moi dans le cadre de notre cadre conceptuel que le patient, la personne est au centre de toutes les interventions. Ce n'est qu'à travers ça qu'on pourra travailler. Et on a d'autres axes verticaux et horizontaux qui nous permettront d'aller de l'avant. Donc, par rapport à l'objectif du plan national de prévention et du contrôle du cancer, on a deux objectifs stratégiques qui me permettront d'aller au but de ma présentation. C'est le renforcement de la prévention et du contrôle du cancer du col de l'utérus en s'inscrivant dans l'initiative mondiale dont j'ai parlé tout à l'heure et de renforcer le programme national de détection précoce des cancers du sein et du col de l'utérus qui ont déjà été mis en place et implanté durant le premier plan cancer. Je passerai très rapidement sur les données épidémiologiques qui sont très importantes. Premièrement, et ce de par le monde, on s'attend à avoir 19,3 millions de nouveaux cas de cancer par an et 10 millions de décès. Et malheureusement, plus de 70% de ces décès ils surviennent dans les pays à ressources intermédiaires et faibles. Donc, malheureusement, notre pays fait partie. Et ce cancer a un coût et un impact très important sur le plan économique qui impacte le développement des pays. Justement, on est dans un pays à ressources limitées en voie de développement et le fait que le fardeau du cancer coûte énormément d'argent, ça impacte notre développement. Et les projections en 2040, ils ne sont pas très optimistes pour dire que si on n'agit pas, si on ne fait pas de vraies stratégies de prévention, ce fardeau, il va en augmentant et on voit les stratégies, c'est-à-dire qu'on va passer de 19,3 millions de cas à 28,4 millions de cas et les décès aussi, ils vont en augmentation malgré toutes les avancées thérapeutiques que le monde connaît actuellement. Dans notre pays, malheureusement, on ne fait pas exception des données de par le monde. On s'attend à avoir annuellement
au moins 100 nouveaux cas pour chaque 100 000 habitants, ce qui nous donne globalement un chiffre de 43 000 nouveaux cas de cancer et des décès aussi très très importants, parce qu'on s'attend à avoir entre 35 et 63 000 décès imputables au cancer par année au Maroc. Les localisations les plus fréquentes, avant on avait, dans les premiers registres, on avait le cancer du poumon qui était au premier rang. Malheureusement, il a été détrôné dans ces 2 derniers registres par le cancer du sein, qui, en termes d'incidence et de fréquence, est le plus fréquent chez les 2 sexes, suivi par le cancer du poumon, le colorectal et la thyroïde. Et si on voit que les cancers de la femme, le cancer du sein et du col de l'utérus sont les 2 cancers qui constituent plus de la moitié des cancers de la femme. Et c'est ce qui va par la suite justifier pourquoi nous, en tant que ministère de la Santé, on ne travaille que sur ces 2 cancers par rapport au programme de dépistage. Donc ces 2 cancers, le cancer du sein, c'est le premier cancer au Maroc, 22,6% de tous les cancers et 38,1% des cancers de la femme, ce qui est une proportion qui est vraiment très très importante. Et on s'attend à avoir plus de 45 nouveaux cas pour chaque 100 000 femmes annuellement et 12 000 cas si on parle de chiffres bruts, ce qui n'est vraiment pas banal. Et le cancer du col de l'utérus, il est actuellement en 3e position, 8,1% de tous les cancers féminins. Et ça a été dit tout à l'heure dans la première session inaugurale par monsieur l'ambassadeur du Danemark, le cancer du sein, malheureusement, quand on diagnostique ne serait-ce qu'un petit nodule de 1 cm, c'est déjà un cancer du sein. Donc on ne peut vraiment pas agir, on peut agir à travers le diagnostic précoce, mais on a déjà un cancer. Le cancer du col de l'utérus, il est tout à fait différent. Il a une histoire naturelle plus différente parce qu'il est lié à l'infection au HPV, qui est une infection sexuellement transmissible, qui passe à la chronicité, c'est-à-dire que plus de 99% c'est une infection qu'on dit ubiquitaire. On va tous quelque part un jour faire une infection au HPV. C'est le virus qui cause les verrues, beaucoup de choses. Mais il y a un certain nombre de personnes qui ont des facteurs immunitaires particuliers qui vont garder ce virus au niveau de leur col et passer à la chronicité, et ça nous donne une durée de jusqu'à 15 ans. Entre la première infection, la persistance de l'infection et la survenue du cancer du col. Donc, là, en tant qu'acteur de la santé, de la société, on ne peut pas avoir les mains liées parce qu'on peut aller le prévenir à travers la vaccination anti-HPV, à travers la détection précoce des lésions précancéreuses et le prévenir. Donc, c'est un cancer qui nous donne, nous, qui nous met dans le défi en tant qu'acteur de la santé parce qu'on peut arriver même à son élimination. On peut un jour dire qu'au Maroc, il n'y a plus de cancer du col de l'utérus, mais à travers un travail dynamique très important. C'est une slide qui nous montre les stades au moment du diagnostic, et j'ai fait là aussi exprès de la mettre dans ma diapositive, parce que ça nous interpelle en tant qu'acteurs, nous, en tant qu'acteurs de la santé, mais vous aussi en tant que jeunes, en tant qu'acteurs de l'éducation. On voit que, malheureusement, on a que 15% de stades du cancer du sein qui sont diagnostiqués à un stade 1, qui est le stade le plus curable, qui nous donne le plus de chances de guérir. La même chose pour le cancer du col de l'utérus. Et on a malheureusement toujours 39,5% des cancers du sein diagnostiqués à un stade 2, 20% à un stade 3 et 9,5% à un stade 4. Et on sait tous que le stade 4, c'est vraiment un stade très difficile à guérir, à traiter avec des coûts économiques, sociaux, psychologiques, tout ce qu'on veut. La même chose pour le cancer du col. Et donc là, ça nous laisse la marge très ouverte pour travailler, pour aller de l'avant, pour communiquer, pour demander aux femmes d'aller se faire dépister. Et ce n'est que comme ça qu'on arrivera à atteindre notre objectif. Je suis désolée, d'habitude on nous demande en présentant d'être focalisé sur l'objectif et de ne pas donner beaucoup d'informations, mais là je ne peux pas m'empêcher, vu qu'on est devant un panel de jeunes, de parler des cancers liés au tabac, qui sont un vrai fléau au Maroc chez nous. Et quand on voit que 18,5% des cancers au Maroc sont dus au tabagisme, donc un grand warning comme on fait avec beaucoup d'interpellations. Le tabagisme ne cause pas uniquement le cancer du poumon. On a le poumon, le pharynx, le larynx, la vessie et l'œsophage. Et on voit que jusque-là, la femme, elle est un peu épargnée parce qu'elle a
les jeunes filles ne se sont données au tabagisme que dernièrement, alors qu'il faut une durée d'exposition assez importante. Mais on peut voir que chez les jeunes, 35,4% des cancers chez l'homme sont dus au tabac. Donc attention s'il vous plaît, donc je me permets quand même de passer le message. Et je fais la transition vers les facteurs de risque qu'on connaît tous. 2 facteurs de risque essentiels au cancer. Des facteurs évitables et inévitables. On a tous un patrimoine génétique, donc peut-être il y a des antécédents familiaux, il y a une prédisposition, surtout avec les avancées scientifiques. On sait qu'il y a beaucoup d'épigénétique, d'éléments qui font qu'il y a des personnes ou des familles qui feront plus de cancer que d'autres. Il y a aussi le vieillissement. Avec l'âge, tant qu'on avance dans l'âge, notre probabilité ou le risque de faire un cancer va en augmentant. Mais il y a des facteurs comportementaux évitables qu'on peut agir dessus. Le tabac, l'alcool, la nutrition, les agents infectieux, on a parlé du HPV tout à l'heure, les traitements hormonaux, les rayons, énormément de choses. Si on adopte un bon mode de vie, on arrivera à éviter ces facteurs de risque. Et ça m'amène à parler des interventions efficaces de santé publique qui sont la prévention, la lutte contre le tabac, l'adoption de modes de vie sains, la lutte contre les infections, la lutte contre les risques environnementaux et l'amélioration de la protection au milieu professionnel qui nous met aussi en défi en tant que ministère, et on pourra éviter environ 40% de ces cancers. Et ça m'amène à l'objectif de ma présentation, qui est le dépistage et le diagnostic précoce. Donc, qui nous permet un meilleur pronostic pour les malades ayant un cancer détecté à un stade précoce, la diminution de la lourdeur et du coût du traitement, la tranquillité d'esprit et la diminution de la mortalité, voire la diminution de l'incidence quand on a parlé du cancer du col de l'utérus. Et on sait, et on le communique assez souvent, diagnostiqué tôt, le cancer du sein peut guérir à plus de 95%. Qui est une grande différence, on a fait le diagnostic à un stade 1 ou l'autre à un stade 2. Ça n'a rien à voir. Le traitement peut être uniquement une chirurgie, et il peut, si on le diagnostique à un stade plus tardif, être hormonothérapie, chimiothérapie, radiothérapie et toute la panoplie pour des résultats thérapeutiques moindres. La même chose pour le cancer du col de l'utérus, où, comme j'ai dit tout à l'heure, si on arrive à diagnostiquer la lésion précancéreuse du col, on peut la traiter au niveau des structures du ministère de la Santé, un traitement ambulatoire, on n'a même pas besoin d'hospitaliser, c'est un acte qui dure 5 minutes, on peut faire une thermocoagulation ou une résection, et la femme on a pu prévenir un cas, donc c'est vraiment des interventions très très efficaces. Par rapport au programme de détection précoce, on a un objectif qui est celui d'agir sur la mortalité et la morbidité imputables au cancer du sein et du col de l'utérus à travers la mise en place et la standardisation d'un programme organisé de dépistage, de diagnostic précoce et de traitement. Donc en fait, sommairement, pour vous mettre dans le bain, en fait, depuis toujours, il y a des femmes qui vont trouver un nodule, qui vont avoir un symptôme, un saignement gynécologique, et qui vont aller aux structures de soins pour demander le diagnostic. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Sauf que la philosophie de notre programme, c'est que nous sommes, en tant que système de soins, actifs. On demande aux femmes asymptomatiques de venir chez nous. On ne va pas attendre l'apparition des premiers symptômes. On a défini des objectifs et une population cible que je vais vous montrer tout de suite. C'est-à-dire que par rapport au cancer du sein, la majorité des cas qu'on diagnostique, c'est les femmes entre 40 et 69 ans. Donc on demande, nous, à toutes les femmes âgées de 40 à 69 ans, même si elles n'ont pas de signes, de venir se faire dépister chez nous, ou toutes les femmes qui ont des antécédents familiaux du cancer du sein. Et donc là, si une lésion suspecte ou un signe suspect est dépisté, la femme est référée aux différents niveaux de soins qui sont standardisés au niveau de chaque province pour bénéficier de leur diagnostic et de leur prise en charge. La même chose pour le cancer du col de l'utérus. Là, vous allez remarquer une différence très très importante, c'est que les femmes âgées de 30 à 49 ans sont notre cible pour le programme. Or, le cancer du col de l'utérus, il ne survient pas chez cette catégorie. Le cancer du col de l'utérus, il survient chez les femmes âgées de 50 ans et plus. Et nous, on ne veut pas trouver de cancer du col. On veut dépister les lésions précancéreuses pour les traiter et pour prévenir cette lésion. Et bien sûr, pour que ce soit pour les deux cancers, il y a une rythmicité à respecter.
Et c'est une chose très importante. C'est-à-dire que mais il faut que la femme fasse le dépistage du cancer du sein tous les ans et pour le cancer du col, une fois tous les 3 ans. Donc, par rapport aux principales réalisations, en fait, le programme il a été démarré avec l'avènement du premier plan cancer. C'est un programme qui est institutionnalisé, permanent au niveau national, et on a travaillé énormément. Donc, alhamdoulilah, on arrive quand même à atteindre des niveaux de réalisation assez importants. On organise annuellement la campagne de sensibilisation et de dépistage, et annuellement, on a plus de 2 millions de femmes qui participent au programme. Et c'est des femmes qui sont asymptomatiques. C'est des femmes qui sont d'ailleurs, j'imagine que vous tous, soit vous avez vu ou là vous avez participé activement à ces campagnes, où on demande aux femmes durant l'Octobre Rose de venir se faire dépister, de se faire examiner. Et donc, rien que cette campagne de cette année qu'on vient de terminer en octobre, on a pu diagnostiquer 215 cas de cancer du sein chez des femmes qui n'avaient rien du tout, qui étaient chez elles, qui n'avaient pas de symptômes et qui ont pu être dépistées précocement. Et je pense que l'impact en termes de santé publique, mais aussi en termes de ressources humaines, de vie humaine, parce que quand on parle de cancer, la vie humaine, elle est toujours au premier plan et très important. Donc il y a eu un effort très important fait. J'ai fait exprès de laisser cette slide pour parler de la dynamique sociétale. Parce que là, quand on parle du nombre de structures qui sont passées de 0 à 55, le nombre d'unités mobiles qui sont passées de 0 à 24%, et là aussi le nombre de structures de prise en charge qui sont passées de 2 centres publics à 12, et le nombre de patients qui est passé de 30 000 malades à 107 000 malades annuellement pris en charge, c'est dire que ce n'est pas uniquement le ministère de la Santé, mais c'est vraiment l'implication de tout le monde. Quand on construit un centre d'oncologie, ce n'est pas Wizarat Siha, mais c'est essentiellement un budget et une dynamique. داخلين فيها الجماعات المحلية، داخلين فيها مجالس الجهات، داخلين فيها les partenaires institutionnels et les ONG, les associations, pour dire que ce n'est qu'ensemble qu'on arrivera à atteindre nos objectifs. Là, par rapport aux défis et les perspectives, on en a plusieurs. Pour être honnête avec vous, mais j'ai enlevé tout ce qui se rapporte à nous en tant que système de santé organisationnel pour vous lancer la balle et pour aussi un peu stimuler la réflexion. En fait, la courbe que j'ai montrée en bas, c'est une publication que fait l'OMS annuellement par rapport aux pays et qui situe les pays par rapport à la participation au dépistage. Normalement, on devrait tous atteindre un taux annuel de 70% de participation au dépistage. Malheureusement, au Maroc, c'est très peu, c'est très petit, donc j'imagine que vous n'allez pas beaucoup le voir. Mais en fait, nous sommes là, nous sommes à 14%, alors que l'objectif, il est à 70% annuellement. Il y a eu une étude faite par le ministère de la Santé en 2018. Il y a 2 questions principales. La première question, il y a la connaissance. Est-ce que vous connaissez le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus? Et on a plus de 94% des femmes marocaines qui connaissent le cancer du sein et du col, qui connaissent l'importance du dépistage et qui déclarent connaître l'existence d'un programme de dépistage. Malheureusement, le chiffre qu'on a trouvé par rapport aux femmes ayant recours au dépistage, il avoisine le chiffre qui est publié par l'OMS qui est de 14%. Donc, dire un AF, oui, mais est-ce que j'ai recours au dépistage? Là, c'est la grande question qu'il faut se poser et pour laquelle on doit travailler. C'est pour ça que j'ai mis là-bas le recrutement des participantes au dépistage est un défi pour nous. Et la fidélisation de ces participantes pour l'observance du dépistage aussi, c'est un grand défi. Régulièrement. Pour terminer, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps imparti. Pour dire que dans l'étude dont j'ai parlé, exécutée par le ministère de la Santé, les femmes instruites ayant un niveau socio-économique important, c'est-à-dire la population par niveau de quintile de bien-être, les femmes qui ont le quintile de bien-être le plus haut, c'est elles qui ont le moins recours au dépistage. Donc ça nous permet de cibler nos actions de dépistage pour aller inciter les femmes à se faire dépister pour atteindre notre objectif. Et donc en fin de compte, la lutte contre le cancer en général, c'est un chantier très ambitieux et porteur. L'importance du partenariat et de l'engagement de toutes les parties prenantes et le renforcement des mécanismes de coordination et de suivi du plan à tous les niveaux. Et je vous remercie.
Merci beaucoup. J'aimerais bien être le représentant du FNUAP, mais je ne le suis pas encore. Je suis un analyste de programme. Je m'appelle Kim. Je viens du Danemark. Mais c'était par hasard qu'il y avait aussi l'intervention de l'ambassadeur avant. Alors, je suis là. Je suis ravi de pouvoir mener cette présentation de notre organisation. Je vois plein de jeunes dans la salle. Et je vois plein de filles et de femmes qui s'intéressent à leur santé sexuelle et reproductive, mais je vois aussi pas mal des hommes. Je suis très très content de voir ça parce que la question des droits à la santé, ça concerne tout le monde. Et pour atteindre nos objectifs, il faut aussi impliquer les hommes. Bien sûr, on a un focus sur les filles et les femmes, mais il faut les hommes avec nous. Donc, UNFPA, United Nations Population Fund, en français c'est FNUAP, mais on va se contenter avec le titre anglais. UNPF, il y a quelque chose qui ne colle pas, mais c'est parce que avant le nom c'était United Nations Fund for Population Activities. Ils ont changé le nom, ils ont gardé l'acronyme, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est la raison pour qu'il y a un A à la fin. Et ils ont changé l'ordre. Alors, UNFPA, c'est l'Agence des Nations Unies pour les droits à la santé sexuelle et reproductive. Notre mission, c'est de bâtir un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger, et chaque jeune réalise pleinement son potentiel. C'est moi qui touche à la chose, peut-être, je sais pas. Peut-être je dirais que le troisième, c'est celui qui vous concerne le plus pour l'instant. Et bien sûr, ça c'est un focus très important pour nous. Alors, on travaille avec 3 objectifs transformateurs. La première, c'est de mettre fin à la non-satisfaction des besoins en matière de planification familiale. C'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir avoir le choix quand est-ce qu'avoir des enfants et combien ils veulent en avoir. Au décès maternel évitable, bien sûr, ce n'est pas tous qui sont évitables, mais ceux qui sont évitables, on veut les éviter. Et à la fin, mettre fin à la violence basée sur le genre et aux pratiques néfastes. Les pratiques néfastes, vous pouvez vous demander c'est quoi? Ça peut être par exemple les mariages de mineurs. Alors, notre cible, bien sûr, on cible plus ou moins toutes les populations vulnérables, les jeunes. Peut-être vous ne pensez pas comme une population vulnérable, mais pour nous, c'est le cas. Les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les personnes migrantes et réfugiées. Alors peut-être vous vous demandez pourquoi pas les enfants. Les enfants sont une population très très vulnérable, c'est vrai, mais les enfants, c'est UNICEF. Et c'est pas... Donc on laisse leur expertise sur les enfants et nous on se concentre sur les autres populations. Et à travers des groupes cibles, bien sûr, on a un focus spécial sur les filles et les femmes. À travers des tous, les jeunes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les migrantes. Alors, on a 2 plans d'action qui guident notre travail. Le premier, c'est la CIPD, c'est la Conférence internationale pour la population et le développement. C'est une charte ou un plan d'action qui a été développé en 1994, où 179 pays se sont réunis pour adopter un plan d'action. Et le plan d'action, il a changé pas mal de choses à l'époque, parce qu'avant, on voyait la population, les personnes comme des chiffres. On avait une préoccupation qu'il y a plus de personnes sur la planète et moins de ressources. Alors comment on va gérer ce problème? Il faut que les gens ils utilisent des préservatifs pour baisser un peu le taux de la population dans le monde. Et on a changé un peu cette vision. On a changé pour dire non, c'est pas une question qu'on veut baisser, c'est qu'on veut donner le choix à chacun de décider combien il veut en avoir. S'il veut en avoir 0 enfants, ok, 1 enfant, ok, 2, ok. Donc c'est le choix de chacun de pouvoir décider. Nous, on se base sur ce principe.
Donc, le plan d'action a réorienté l'attention vers les droits à la planification familiale, la santé sexuelle et reproductive, l'éducation, la protection contre la violence, etc., plutôt que la réduction de la population. Et l'année prochaine, bien sûr, représente le 30e anniversaire. La deuxième, c'est les ODD. J'imagine que vous en connaissez déjà très très bien, peut-être pas tout le monde, mais en 2015, le monde a adopté les 17 objectifs du développement durable qui a été mis en œuvre en 2016. Et c'est à l'horizon de 2030. Donc en 2030, c'est le but qu'on va atteindre les 17. Et c'est tout le monde qui travaille pour contribuer à atteindre les 17. Quoi que ce soit la société civile, les universités même, les Nations Unies, les institutions gouvernementales, même le secteur privé, on voit plus en plus des acteurs qui se réunissent pour atteindre ces objectifs. Et c'est ça qui est beau. Alors nous, le FUNIAP, on s'appuie surtout, en tout cas le FUNIAP au Maroc, on s'appuie bien sûr surtout, vous imaginez, j'imagine que vous le savez déjà peut-être, mais sur le 3, la bonne santé, le bien-être, et sur l'égalité entre les sexes. Et ça, c'est les deux principaux objectifs. Mais on travaille aussi sur l'éducation de qualité, sur le travail décent et la croissance économique, l'égalité réduite, les villes et les communautés durables, et on ne peut pas le faire sans faire des partenariats et des collaborations. On ne peut pas le faire tout seul. Tout ça, indirectement, ça amène à la réduction de pauvreté. Tout ça. Donc, pour arriver au numéro 1, il faut traverser pas mal d'autres. Un peu de contexte, je ne vais pas lire tout ça, parce que vous en connaissez peut-être déjà, et les autres intervenants ont déjà expliqué un peu. Bien sûr, il y a des fois, les chiffres peuvent changer un peu, ça dépend quand est-ce qu'on les prend, ça peut toujours évoluer, et donc il faut juste le prendre comme à l'instance comment elle est la réalité. Donc surtout, la fin, je ne sais pas si vous le voyez, mais au fond, c'est 1,7, ça c'est au Maroc, hein. Alors 1,7 million de jeunes Marocains, correspond à 28%, ne sont ni en éducation, ni en emploi, ni en formation. Le mot technique pour ça, c'est NEET, N-W-E-T. Et parmi cette population, 3/4 sont des filles. 3/4, alors 75%, c'est énorme ça. Donc ça explique un peu qu'il y a quand même un grand défi sur ce point au Maroc. Nous, on travaille... Waouh, ok, je ne savais pas que j'avais fait ça. D'accord, super. Alors, nous, on travaille sur 3 axes. On travaille sur la promotion des droits et le développement et à l'autonomisation. C'est le plaidoyer, législation, les politiques publiques et la redevabilité. Ça, c'est justement pour atteindre nos objectifs et voilà, accélérer l'atteinte des ODD. D'accord. Donc, deuxièmement, la promotion à l'accès de santé, l'éducation et l'emploi. À travers la couverture sanitaire universelle, protection sociale, services essentiels de qualité, information et éducation. Dernièrement, l'intelligence démographique au service du développement. L'information et données, l'exploitation des bases de données, l'utilisation de données, études et des coûts d'intervention remises, benchmarking, transfert d'expertise et la modélisation. On adopte aussi des approches d'innovation dans toutes nos actions, quoi que ce soit la mobilisation de ressources, la modélisation, la recherche opérationnelle, les coalitions. Donc effectivement, j'adhère parfaitement à votre intervention. En fait, quand j'ai présenté l'éducation à la santé, j'ai parlé de l'approche participative. Et donc là où on n'est plus dans le transmissif, on est dans le participatif. Et effectivement, c'est une approche qui vise à renforcer, comme j'ai dit tout à l'heure dans la présentation, l'estime de soi et la confiance en soi et des projets personnels afin de pouvoir faire passer le message et adopter des modes de vie sains. Merci beaucoup pour votre intervention. Oui, monsieur Offrand, s'il vous plaît.
Alors, j'aimerais bien quand même avoir votre autorisation. J'ai un engagement quand même qui s'inscrit dans l'urgence. Je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir écouté, noté, assisté. Et j'en profite pour annoncer donc l'événement. Comme maintenant de cette fin, cette matinée, à savoir l'annonce du club, c'est ça? Et c'est Madame Hafida. Voilà, il est où, Madame Hafida? Que je vous invite, venez s'il vous plaît. Merci beaucoup et très bonne continuation pour le reste du travail. Merci pour ça. On prend quand même la question du monsieur, après on passe plus tard. Merci pour la parole. C'est juste par rapport à la deuxième conférence. Voilà, alors, donc, au niveau des données qui sont disponibles, donc, vous avez dit que 100% des jeunes fréquentent donc les réseaux sociaux. Alors, au niveau de la stratégie nationale de la santé des adolescents et des jeunes, je voulais savoir si vous avez pensé justement à l'impact des DTIC, donc l'usage du numérique, donc l'impact des DTIC sur l'éducation à la santé. Parce que ces technologies de l'information et de la communication sont utilisées par tous les jeunes et son usage peut avoir alors un impact soit négatif ou positif. Est-ce que vous avez pensé à cela? Merci. Premièrement, je vous remercie pour cette question pertinente. Effectivement, nos stratégies qui visent surtout les adolescents et les jeunes dans le cadre de la mondialisation et l'utilisation des nouvelles technologies, peut-être que je n'ai pas cité toutes les actions, faute de temps, mais bien sûr, les nouvelles techniques d'information, communication, les nouvelles technologies font partie des actions qui seront préconisées au sein de notre stratégie pour viser le maximum de notre population cible qui utilise, je dirais même à 100%, les portables et l'Internet, sauf à quelque part de la population rurale, mais vraiment la population marocaine, vraiment pour viser cette population de jeunes. Donc on va passer par les techniques d'information, communication, voir tout ce qui est technologique, tout ce qui est message à travers... il y a des projets de télémédecine, il y a des projets de DigiHackathon, il y a pas mal de projets dans ce sens. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe la parole à Zahra Founen, qui va nous présenter le club Edu Santé. En fait, c'est un club qui a été créé récemment et ça rentre dans les activités du projet éducation au service de la santé. Avant de lui passer la parole, j'aimerais bien féliciter l'EGO. J'étais agréablement surprise par leur acte, par leur effort et leur enthousiasme. Donc, je te passe la parole, Zahra, pour présenter tes collègues et ton club. Merci beaucoup, professeur. Donc, c'est avec une immense fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui. En tant que présidente du nouveau club Edu Santé, c'est une belle initiative, bien sûr, qui va nous permettre de créer un espace précieux d'échange et de concertation pour tous les étudiants de la Faculté des sciences de l'éducation. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers nos partenaires,
Ce sont des véritables piliers de notre aventure éducative. Leur soutien constant symbolise leur engagement dynamique et est une source d'inspiration pour nous tous. Je tiens également à adresser mes remerciements au Monsieur le Doyen, Monsieur Abdelatif Kidey, dont la vision et l'appui sont des moteurs essentiels de notre succès. Un grand merci également à nos chers professeurs, professeur Bouchra Haddourhou, professeur Hassali Yaqoubi à titre d'exemple, à nos chers professeurs aussi qui nous sont présents aujourd'hui, qui sont présents et qui viennent nous soutenir dans cet événement. Merci à tous. Avec un merci tout particulier s'adresse au secrétaire général, M. Tariq El-Outassi, qui a été très ouvert et réactif à nos égards. Aujourd'hui, nous déclarons le lancement de notre club EduSanté. Un club placé sous la guidance rigoureuse de nos chers professeurs Bouchra Haddourhou et professeur Hassan El-Yaqoubi, auxquels nous sommes très reconnaissants et de nous avoir donné l'occasion et l'opportunité de vivre cette aventure ensemble. En tant que présidente du club EduSanté, je vous informe que moi et mon équipe, dévouée d'ailleurs, on démarre avec 11 membres, d'ailleurs on trouve dans les clubs 7, au maximum 9 membres. Cela démontre la forte volonté des étudiants à intégrer ce projet et à répondre à leur forte mobilité. Chaque membre, bien sûr, aura une mission particulière, principalement axée sur le développement du club, sur divers aspects liés à l'éducation à la santé. Cela inclut la mobilisation des ressources financières, humaines, la réalisation des projets, la recherche de nouveaux projets. Nous nous focalisons au sein du club sur la promotion d'un mode de vie sain et équilibré au sein de notre communauté éducative. Ensemble, mobilisons nos efforts pour faire de ce club un lieu d'apprentissage, de partage et de développement. Merci à tous pour votre contribution précieuse et votre dévouement à l'éducation à la santé. Merci beaucoup.